Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à ce 29e webinaire du CEMA. Vous êtes à peu près 120 inscrits, ce qui est plutôt encourageant. Merci de votre fidélité. Encourageant parce qu'on est un samedi de printemps, où on commence à voir la douceur poindre et peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire que de nous rejoindre derrière un écran. Donc merci à vous d'être là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Un plaisir particulier ce soir puisque nous accueillons une grande dame de la médiation qui nous est chère. Je vais lui passer la parole dans un instant. Je rappelle juste, comme à l'accoutumée, quelques règles. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 heures. Vous avez bien évidemment la possibilité de poser des questions. On va vous demander, si vous le voulez bien, de privilégier plutôt sur cette plateforme Zoom la fonction chat, de nous poser des questions en cliquant sur l'icône chat en bas de votre écran, plutôt que la fonction Q&R. On s'est rendu compte au fil des précédents webinaires que c'était un peu plus facile de traiter les questions qui nous arrivaient par ce fil de discussion chat. Et s'il faut surveiller les deux icônes, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, merci de bien vouloir privilégier dans la mesure du possible la fonction chat. On essaiera de relayer un maximum de questions. Vous savez que c'est pas toujours possible et on vous prie de nous excuser si on ne répond pas toujours aux questions que vous nous posez. Mais c'est un petit peu pour la bonne organisation du débat. Je rappelle également pour celles et ceux qui sont désireux de recevoir une attestation correspondant à 1h30 de formation, puisque l'assistance à des webinaires peut être regardée comme une action de formation dans le cadre de votre formation continue, qu'il est possible de demander cette attestation au CEMA à l'adresse que vous allez voir apparaître justement dans le fil de discussion. Il vous sera demandé dans ce cas-là la modique somme de 15 euros pour pouvoir couvrir un petit peu les frais administratifs. Mais d'une manière générale, ce webinaire est gratuit, vous le savez. C'est donc le 29e que nous organisons et tous ces webinaires sont visibles en ligne sur le site du CEMA. Comme à l'accoutumée également, ayez la gentillesse, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez. C'est toujours un plaisir, c'est toujours intéressant pour nous de regarder un petit peu d'où viennent les personnes qui assistent à ces webinaires. Ça nous permet aussi de répondre à vos attentes peut-être de façon plus complète. Voilà, il est déjà 18h33. Je ne voudrais pas pénaliser les personnes qui sont en retard, même si nous sommes encore loin du compte et nous n'avons pas encore tous nos inscrits qui nous ont rejoints, mais je pense que ça ne va pas tarder. Je ne veux pas vous faire languir plus longtemps et je vais saluer Gabriel Planès. Gabriel, on va peut-être pas faire semblant de se vous voyez. Non, je préfère qu'on nous tutoyons puisque nous sommes amis dans la vie. Voilà. Bienvenue à toi, bienvenue. On est vraiment très très heureux de t'accueillir pour un webinaire au CEMA. On a déjà organisé des webinaires avec plusieurs figures de la médiation, hein. Jacqueline Morino, qui malheureusement nous a quittés l'été dernier, était la première à participer à un webinaire, mais on a entendu ton ami Jacques Salzer, on a entendu Béatrice Brunner, enfin voilà, on a vraiment plusieurs vidéos visibles en ligne sur le site du CEMA qui permettent à des personnes qui ont compté dans la promotion, le développement d'une médiation de qualité dans notre pays, d'immortaliser en quelque sorte ce qu'elles avaient à nous dire. Et on est très très heureux de pouvoir compléter cet aréopage avec toi ce soir. Voilà. Alors, le thème de notre webinaire est le suivant. Euh, L'avenir de la médiation, une mise en perspective. Ce qu'on va faire, un peu comme on fait en médiation, c'est de commencer un peu par un retour vers le passé pour pouvoir ensuite se projeter vers l'avenir. Et peut-être qu'avant de rentrer dans ce processus, je vais te faire un affront, mais je vais parler un peu de toi. Je vais quand même te présenter parce que tout le monde ne te connaît pas forcément. Donc, Gabriel, tu es diplômé d'une école supérieure de commerce, après quoi tu as passé 25 ans à l'étranger, je crois, hein, Hum. essentiellement dans des pays d'Afrique, si je ne me trompe pas, dans l'enseignement. Oui. Après quoi tu as passé un master européen en management RH, et c'est à ce moment-là que tu as commencé à t'intéresser
aux organisations à t'approprier un petit peu l'approche systémique, l'école de Palo Alto, des techniques des visions telles que celle-là. Et puis, très rapidement, ben, tu t'es beaucoup, beaucoup impliqué. Tu as été présidente de l'ANM, l'Association nationale des médiateurs, de 2006 à 2016. Tu en es encore présidente d'honneur à ce jour. Oui. J'aurai d'ailleurs une question pour toi à ce sujet tout à l'heure. Tu es aussi encore à ce jour présidente de Promédiation. Alors, Promédiation, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation non gouvernementale qui a été créée en 2001, dont l'objet, si on peut le résumer ainsi, est d'apporter un appui au processus de paix, notamment dans les pays d'Afrique. Oui. Mais comme tu es insatiable et gourmande, tu es aussi coprésidente de l'IMEF, Ah, euh, l'Institut pour la médiation dans l'espace francophone. Et là, pour dire les choses brièvement, c'est une organisation qui est issue de rencontres internationales entre des pays francophones, principalement une partie du Canada, la Belgique, la Suisse, la France, et qui promeut là aussi le développement d'une médiation reposant sur des principes éthiques et qui offre des ressources aux médiateurs qui œuvrent dans ce champ. Tu as tellement fait pour la médiation et mon exposé là est loin d'être exhaustif qu'en 2016, tu as reçu une distinction enviable. Tu as été fait chevalier de la Légion d'honneur. Je me souviens que c'est Chantal Arens, qui n'était pas encore première présidente de la Cour de cassation, qui t'a remis cette décoration et je sais que c'était pour toi un grand moment de fierté, non pas à titre personnel, mais c'était parce que cette distinction t'a été remise, c'est pour toute la contribution que tu as apportée au monde de la médiation et à sa promotion. Et je crois que ta vraie fierté, elle est là. Elle réside dans le fait que ça n'est pas une distinction à titre personnel, mais une distinction pour l'œuvre que tu as accomplie dans la médiation. Et c'est bien pour ça que tu es la bienvenue ce soir avec nous. Tu es aussi, puis on s'arrêtera là parce que sinon on ne va pas en finir, à l'origine de la création de ce collectif Médiation 21. On a un peu porté ce collectif sur les fonds baptismaux ensemble. oui. Euh, à une époque où tu résidais encore à Bourg-la-Reine, tu avais organisé un forum ouvert à Bourg-la-Reine en septembre 2016. C'est de ce forum ouvert qu'est né Médiation 21. Et je suis de ceux qui pensaient à l'époque que Bourg-la-Reine était la capitale mondiale de la médiation quand tu y habitais, parce que tu faisais rayonner la médiation depuis cette commune. Voilà. Peut-être un mot sur quelques ouvrages. On a l'habitude de citer les ouvrages de nos invités. Alors, je ne vais pas faire une liste exhaustive parce que ce serait trop long, mais quand même, j'insiste sur le fait qu'il y a un grand classique dans la littérature sur la médiation, c'est Le médiateur dans l'arène, Oui. signé Thomas Fioutak, et tu es la personne que Thomas Fioutak a choisi pour préfacer cet ouvrage, ce qui n'est pas rien. Et comme, je t'en prie, tu voulais dire quelque chose. Parce que le médiateur dans l'arène, c'est le livre de Thomas Futak qui a été écrit par moi d'une part, et puis il y avait aussi une amie qui est décédée malheureusement et qui faisait la traduction, l'interprétation là, de tout le texte de Thomas. Mais ça a été une longue affaire, hein, cette affaire. Mais c'est donc plutôt le kit du médiateur qui a été préfacé par Thomas. Voilà, exactement. J'allais en venir là. Un prêté pour un rendu. Après avoir préfacé le livre de Thomas Fioutak, il t'a rendu la politesse en préfaçant le kit du médiateur que tu as coécrit avec Dominique Weber, Oui. actuelle présidente de l'ANM. Et puis, j'allais dire qu'on ne compte plus les préfaces que tu as rédigées parce que tu as une telle aura dans le monde de la médiation que on a l'impression que chaque fois que quelqu'un écrit un livre, il te demande de bien vouloir le préfacer. Et là, on a quand même des ouvrages formidables. Le cadre juridique de la médiation de notre ami Jean-Marc Brett, chez Média et Médiation. La médiation préventive et de projet du non moins amical Dominique Morel, toujours chez Média et Médiation. Étape médiation, la médiation au service de la RSE des organisations de notre amie Céline Capral. La comédiation d'une amie qui t'est proche, Ah, Hélène Gebhardt, ça oui. aussi, tu l'as préfacé. Et puis, ça va peut-être te surprendre, mais moi, il y a un livre dont je voudrais dire un mot. C'est un ouvrage collectif sous la direction de Michel Lenoble, Éric Battistoni, Federica Houdin, qui Oui, oui. s'appelle Le médiateur professionnel en action et en mots, qui est peut-être un ouvrage un peu moins connu que je présente là, Ouais. publié à l'Harmattan. Et Ouais. c'est là que je voudrais te donner la parole. La contribution que tu as faite dans cet ouvrage est absolument formidable. Je recommande à toutes les personnes qui nous ont rejoints ce soir
de lire cet ouvrage et ta contribution parce que tu y as écrit un abécédaire. De la lettre A jusqu'à la lettre Z, Ça nous tu as rappelle. réussi à trouver un mot qui caractérisait la médiation. Alors, comme on ne peut pas faire les 26 lettres de l'alphabet ce soir, moi, j'en ai retenu 6. Ah, je Les pense. 6 lettres qui composent le nom Gabriel Planès. Et donc, on a P comme posture, L comme lucidité, A comme authentique, N comme neutre, E comme écoute et S comme silence. Moi, j'ai l'impression que quand on a dit ça, tout est dit. Les fondamentaux de la médiation sont là. Posture, lucidité, authenticité, neutralité, écoute, silence. Comme si ton nom était une sorte de résumé des valeurs de la médiation. Est-ce qu'il y a parmi cet extrait de ton abécédaire des notions sur lesquelles tu souhaiterais revenir? Alors, écoute, si je ne me souviens plus du tout ce que j'avais écrit, c'est intéressant que tu me rafraîchisses la mémoire. Alors, je voulais quand même remercier le CEMA de m'inviter là aujourd'hui. Je te remercie, Bertrand, pour vraiment toutes les questions que tu vas me poser. Et là, c'était intéressant parce que j'avais complètement oublié. Bon, alors moi, ce que je vais te dire. Le mot que je préfère, bien évidemment, c'est écoute, parce que je pense que le médiateur, c'est un spécialiste de l'écoute. Mais j'aime bien le mot empathie, donc on peut être écoute et empathie. Je trouve que c'est intéressant parce que de plus en plus, je me rends compte à quel point ce mot empathie est un mot assez formidable. Je vais dire, pour moi, dans le mot empathie, il y a un socle qui est la bienveillance, d'une part. Mais il y a deux autres choses qui permettent de balancer. D'une part, il y a un aspect cognitif, car effectivement, quand les personnes entrent en empathie, c'est vraiment le moment où elles sont en capacité de raisonner RAI. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. Donc il y a l'aspect cognitif. Et puis de l'autre côté, il y a cet aspect émotionnel qui est plus ou moins fort, mais qui existe aussi parce que la médiation, quand on y rentre, ne laisse jamais personne indifférent. Et je parle aussi bien des personnes qui sont présentes que parfois du médiateur, parce que même si nous avons de la distance, il n'empêche que certaines situations euh, peuvent créer de l'émotion. Voilà. Donc j'aime bien ce mot, mais l'écoute est importante. Nous sommes des spécialistes de l'écoute. Est-ce que tu veux que je te dise autre chose? Parce que Non, j'ai... je constate simplement que je te demande de choisir entre 6 mots et tu m'en proposes un septième, mais tu es comme ça, c'est formidable. C'est ça qu'on aime chez toi aussi. Bon, excuse-moi. Bon, voilà. C'est bien ainsi. Moi, je voudrais juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, évoquer un souvenir personnel qui m'avait beaucoup amusé. Il se trouve que, un peu par hasard, j'étais présent dans la salle de la première chambre civile de la Cour d'appel de Paris lorsque tu y as prêté serment, après avoir été inscrit sur la liste des médiateurs, la première liste de médiateurs de la Cour d'appel de Paris. Et la personne qui a appelé ton nom l'a mal prononcé et a dit Madame Gabrielle Plane. Ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit, ben, elle a raison, cette dame. En fait, Gabrielle plane. Gabrielle, elle a pris une hauteur de vue et elle a une Oh. vision globale de la médiation et de son écosystème. Et effectivement, elle plane. Et l'ombre de Gabrielle plane sur la médiation. Donc, c'est très bien qu'on l'appelle ainsi. Mais je ne travestirai plus la prononciation. Est-ce Euh, que l'amitié ne te trouble pas? Non? non, on va faire comme si on ne se connaissait pas. Ok. Alors, pour revenir à notre thème de ce soir, il y a Marcus Garvey, qui était un militant jamaïcain pour les droits civiques, un peu précurseur, avait une phrase magnifique qui disait: Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Et donc, ce que nous avons imaginé, c'est de regarder un petit peu ce qu'étaient les racines de la médiation et avec quel serait le meilleur interlocuteur que toi, Gabriel, pour venir nous parler un peu des racines et des origines de la médiation dans notre pays. Donc, on va se tourner dans un premier temps, comme je disais, vers le passé. On prendra peut-être une série de questions et on regardera ensuite vers le futur. Ok. Au titre du passé, il y a
une question personnelle encore que je souhaiterais te poser. Je ne l'ai pas évoquée tout à l'heure parce que je réservais cela pour cette question, mais hormis toutes les fonctions que tu as exercées, que tu exerces encore, il y en a une autre qui nous tient particulièrement à cœur, c'est que tu as porté le SEMA sur les fonds baptismaux, tu en as été la première présidente à une époque très particulière qui était le début de l'épidémie du Covid-19. Et nous te sommes évidemment très reconnaissants d'avoir été là au début pour lancer le SEMA. Et lorsque j'ai rejoint le SEMA, tu as souhaité que j'en assure la coprésidence à tes côtés, ce dont je te remercie bien évidemment. Et puis, tu t'es ensuite tourné vers d'autres horizons. Et la question que je me posais, c'est est-ce que, comme certains chefs dans le monde de la gastronomie, tu es quelqu'un qui éprouve plus de plaisir à créer qu'à entretenir, à maintenir? C'est un peu personnel comme question, mais ce sera une façon aussi de te présenter. Euh, je me suis fait faire enfin, des analyses psychologiques. Je suis plutôt promoteur. Et si je veux, au niveau des couleurs, je suis vraiment presque à 50% créative. Et puis l'autre côté, c'est plus relationnel. Donc le créatif, il crée, puis une fois qu'il a créé, il va avoir d'autres horizons. Mais vraiment, moi, j'aime tout ce qui est nouveau et malgré tout, je ne me lasse jamais de la médiation. Et parce que c'est toujours des histoires nouvelles, je pense, et c'est ça qui me plaît. Et puis j'aime beaucoup la relation. Vraiment, j'aurais jamais pu être ermite, hein, jamais. Voilà, ça c'est certain. Donc, sans doute, voilà, j'aime bien développer, mais pas trop longtemps. Voilà. Donc, en fait, peut-être que je suis atteinte du syndrome Larousse. Je sème à tout vent, et puis j'attends pas que ça repousse, la graine pousse. J'en sais rien, mais c'est sûr que euh, j'aime les projets, puis et j'aime les projets. Ça veut dire que c'est renouvellement en permanence. Alors, je ne sais plus quels étaient les mots que tu avais retenus pour ton abécédaire dont j'ai parlé tout à l'heure, pour les lettres C et I, mais ça veut dire que si tu avais à le refaire aujourd'hui, tu retiendrais volontiers créativité et innovation, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, Ce qui sont également des valeurs de la médiation, ou en tout cas quelque chose qu'on peut vraiment mettre en musique quand on exerce cette activité. tout à fait. Ouais, exactement. Toujours sur ton parcours, en se tournant un peu vers le passé, tu as été présidente de l'ANM, je l'ai rappelé, pendant 10 ans, de 2006 à 2016, ce qui n'est pas rien. Tu en es encore aujourd'hui présidente d'honneur, ce qui est un bel hommage qui t'est rendu. Quel héritage penses-tu avoir laissé à cette association et quelle trace est-ce que cette expérience, est-ce que l'exercice de ces fonctions a laissé en toi? Alors moi, ce que je peux dire, c'est que dans cette association, vraiment, je veux vous dire, j'ai trouvé des valeurs profondes, qui correspondaient parfaitement aux miennes, et je me suis beaucoup plu à l'ANM. J'ai reçu l'héritage de Madeleine de Bérard, et sincèrement, en toute honnêteté, j'ai essayé de maintenir toujours ces valeurs présentes au sein de l'ANM. J'ai été aidée par tout le monde. C'est pour ça que tu parlais de la Légion d'honneur, mais je l'ai reçue, certes, mais je l'ai reçue avec les autres parce que toute seule, je n'aurais jamais rien fait. Il y avait un esprit de coopération qui était vraiment assez fabuleux. Et voilà, je peux pas m'empêcher de citer des gens que j'ai beaucoup aimés. Il y a eu François Crozier. J'ai été également beaucoup aidée par Isabelle Baudelaire. J'ai également, il y avait des personnes comme Dominique Morel qui a pris tout ce qui était trésorerie et il a beaucoup aidé. Il y avait Alain Brisac qui était au niveau donc de l'administratif. Et c'était vraiment, il y avait une équipe. Et je vais citer aussi de Normandie qui, lui, puisqu'il n'est pas resté longtemps et il est parti en province, il a beaucoup œuvré pour le dynamisme des délégations régionales. Euh, Franchement, pour moi, ce n'était qu'une équipe et c'est grâce à cette équipe que les choses ont pu se développer. Ils m'ont fait confiance parce que j'ai parfois fait un peu cavalier seul, notamment quand on a fait un colloque de 2 jours
Bourg-la-Reine, capitale européenne, alors je vais pas dire mondiale, mais capitale européenne de la médiation. C'est comme ça que j'avais vendu au maire et j'ai pu avoir toutes les salles parce que je me suis rendu compte que pour pouvoir monter un type de projet comme ça, il fallait avoir des salles gratuites. Et je les ai eues gratuitement. Donc ça a bien marché. Voilà. Donc, je dois dire merci à toutes les équipes, Jean-Michel Ducroé et tous les autres que je ne cite pas. Pour moi, ça a été assez formidable. Bah, des traces, ça en laisse. Hein. Je suis partie parce que je pense qu'il faut laisser la place à d'autres. Hélène Guébart a bien su me briefer là-dessus, mais ça n'a pas été sans douleur. Mais puis c'est bien il faut que laisser la place aux jeunes, laisser la place à d'autres. Et aujourd'hui, quand même, donc il y a Dominique Weber, nous sommes amis, comme vous l'avez compris, et Dominique elle fait un sacré boulot qui n'est pas forcément simple. Et je vais prendre une petite phrase de Pierre Béliveau, là, mon compagnon, qui dit voilà, et ben Dominique Weber, elle est le type de personne qui n'est pas là pour autre chose que servir et pas se servir. Voilà. Et pour moi, j'estime que c'est un bel hommage. Et l'exemplarité, c'est quelque chose qui est essentiel pour que ça puisse bouger et convaincre en médiation. Voilà, bon, moi je veux dire, ça m'a laissé des traces, hein, bien évidemment. Ça fait grandir et c'est tellement bien. Et je retiens la coopération, vraiment la coopération. Je, Et je- c'est ça qui est magnifique, Gabriel, c'est qu'on a le sentiment, quand je te pose la question de l'héritage que tu as légué et des traces que ça a laissé en toi, on a le sentiment que pour toi, c'est la même réponse. En fait, l'héritage que tu as laissé et ce que ça a laissé en toi, c'est la passion de faire ensemble. oui, exactement, exactement. Et alors, est-ce que je peux dire que pour moi, j'avais lancé cette idée parce que je pensais que c'était extrêmement important du rassemblement entre les médiateurs et que je me rendais compte par exemple qu'au Québec, là, à l'IMAC, tout le monde est à l'IMAC, toutes les associations, ça représente un groupe uni et qui a une véritable crédibilité auprès à la fois des pouvoirs publics, mais auprès du public tout simplement. Je pense que là, cette union est vraiment importante. Et là, je suis contente que grâce à toi, Bertrand, mais aussi avec des personnes comme Myriam Baquet, il puisse y avoir Médiation 21 qui représente quand même des médiateurs vraiment issus de tous les corps de métier et c'est cette diversité qui est quand même épatante et dont le monde a besoin, dont la société a besoin. Voilà. Merci, merci pour ce témoignage. Venons-en, si tu veux bien, un peu plus à la médiation elle-même. Oui, J'ai rappelé en te présentant que tu avais passé une bonne partie de ta vie à l'étranger. Tu as eu plusieurs expériences de vie, notamment en Afrique subsaharienne, au Québec, où tu as encore des attaches. Euh, tu portes un regard privilégié sur les modes amiables de résolution des conflits de par le monde. Est-ce que, avec le recul qui est le tien, tu considères qu'il existe une médiation à la française avec des spécificités qu'on ne retrouverait pas dans d'autres pays, dans d'autres cultures? bon. Alors moi, je vais faire une réponse de Normand. Euh, Ce que je vais dire, c'est il y a la médiation. Et vous savez bien que lorsque vous êtes en médiation, vous vous adaptez au contexte, aux personnes que vous rencontrez, à l'histoire, aux problèmes. Et donc, chaque médiation est unique. Moi, ce que je pense, c'est que il y a à s'adapter. Quand on dit s'adapter aux personnes, c'est s'adapter aussi à la culture de ces personnes-là. Et donc, en France, sans aucun doute, on a un type de médiation, oui, on peut l'appeler à la française, mais je pense que, comme toute médiation, il y a la base qui reste la même, les principes sont toujours les mêmes. Je, je, je- pour moi, c'est important d'imaginer que chaque médiation est unique et il y a des modèles qui sont différents, mais la médiation, c'est la médiation. Enfin, je vois pas. Donc, on partage tous les mêmes fondamentaux. Et, C'est ça que tu peux constater au oui, travers de tes voyages et de tes expériences. tout à fait. Si je peux préciser ma question,
Euh, il y a par exemple un livre intéressant qui s'intitule Stories Mediators Tell, qui n'est pas traduit malheureusement en français, qui est publié par l'American Bar Association, dans lequel, à la lecture duquel on constate que aux États-Unis, principalement, les praticiens de la médiation recourent fréquemment à la médiation navette. Ils vont Oui, d'une salle à l'autre, bon. pareil Et au Québec, c'est une hein. médiation qui est vraiment orientée solution. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est un modèle dont on devrait, d'après toi, s'inspirer pour élargir l'éventail des MAB, l'offre de médiation, ou est-ce que c'est une pratique qui ne correspond pas à notre culture, qui est, ou en tout cas à notre pratique actuelle de la médiation, qui est plutôt de mettre les personnes en présence? Moi, je pense qu'il y a des médiateurs qui le font. Je suis persuadée, c'est une manière, un modèle une méthode, mais les principes restent les mêmes. Et dans la mesure où les personnes qui viennent en médiation connaissent la manière dont ça va se passer et qu'elles adhèrent à cette manière-là, pourquoi pas? Et il peut y avoir de la médiation orientée solution, pourquoi pas? Si les personnes sont d'accord pour ça. Mais le principe est quand même lié à la neutralité, mais cette neutralité, elle peut se décliner de différentes manières. Les personnes ne sont jamais obligées de choisir des solutions qui leur sont présentées. Je pense, hein, pour moi, je suis pas choquée du tout et je pense que c'est quelque chose qui doit se pratiquer, qui se pratique chez nous déjà, même si on n'en parle pas trop, mais moi je sais que ça se pratique et on pourrait le développer. Est-ce qu'en d'autres termes, parce que ça peut éclairer la suite de notre échange, est-ce qu'en d'autres termes, tu considères que à partir du moment où on est dans le respect de certains principes Oui, déontologiques et oui, éthiques, oui, ce qui compte, c'est pas tant la méthode, la doctrine, oui. que la prise en compte des attentes et des besoins des personnes. Et à partir du moment où on est en phase avec les besoins des personnes, tout type de médiation est bon à prendre et bon à pratiquer. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est ça, moi, mon principe, là. Pas de doxa. C'est les gens, les personnes qui sont là, qui sont importantes. Et leurs besoins, effectivement. Et d'ailleurs, quand tu fais des médiations avec, par exemple, des problèmes familiaux, tu vois bien que tu vas pas développer. La méthodologie, elle est tout à fait singulière. Bon, faire que des apartés, mais les apartés sont tellement utiles pour pouvoir débloquer un certain nombre de choses. Et même lorsqu'il y a ce type de médiation, il y a un moment où les personnes se mettent ensemble. Hein. C'est pas que de la médiation navette. Il y a un moment où, quand ils sont d'accord au moins sur la négociation est à peu près équilibrée, ils se retrouvent pour pouvoir finaliser l'accord. Oui, Oui, lorsque l'accord est proche, il y a bien une mise en présence qui s'opère de toute façon. oui, oui, oui. Donc, c'est une méthode comme une autre. Hein. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est même très intéressant, surtout dans le domaine des affaires. Mais tout est possible. Il faut oser se lancer. L'important, comme tu dis, hein, c'est que les personnes soient d'accord avec le système. Ok, merci. Alors, peut-être, avant de se tourner vers l'avenir, encore quelques questions sur le passé, et cette fois-ci, non plus sur la médiation elle-même, mais sur le monde de la médiation. Je dois dire qu'à titre personnel, quand j'ai fait le choix de m'impliquer dans la promotion de la médiation, de m'investir dans des activités associatives, des actions de formation, j'ai été peiné par l'émiettement des forces en présence, par l'absence de structuration collective, par l'âpreté des relations entre certains acteurs avec des, disons les mots, avec des querelles d'ego. Et ça n'avait pas manqué de me surprendre au regard de ce que nous essayons de porter ensemble. Est-ce que tu partages ce constat? Oui. Et si c'est le cas, comment est-ce que tu expliques cet état de fait? Alors moi, j'ai de la peine à l'expliquer, mais en fait, bon, il faut dire que dans le monde de la médiation, il y a quand même des fortes personnalités, hein, faut quand même le reconnaître d'une manière générale. Moi, je pense que je l'explique peut-être par une méconnaissance de soi-même, de ce que l'on a au fond de soi. Moi, j'aime beaucoup cette
cette idée qui a été qui est sur le fronton là de Delphes, connais-toi toi-même. Quand on y réfléchit bien, c'est tellement important. Et donc, je crois que si tout le monde fait le tour de soi-même, il ne devrait pas y avoir de dispute, parce que la médiation, effectivement, c'est là pour l'apaisement. Je suis, moi, consternée par le fait qu'il puisse y avoir autant de disputes. Peut-être parce que c'est un marché et que là aussi, c'est un marché qui s'ouvre et qui est encore pas suffisamment ouvert, qui ne permet pas, parce qu'il y a peut-être des illusions qui ont été données sur le fait que la médiation, on peut en vivre. Ben, il n'y en a pas beaucoup qui vivent de la médiation et il faut toujours autre chose pour permettre de pouvoir survivre, hein, justement. Donc, il faut qu'il y ait une double activité. Hein, c'est ça. Je pense que c'est vraiment dû peut-être à des besoins financiers que peuvent avoir les personnes. Je m'explique difficilement qu'il puisse y avoir autant de haine, hein, disons-le, hein, des difficultés de beaucoup à entrer dans cette idée de coopération, de loyauté également envers les uns et les autres. Je sais pas si tu te souviens, Bertrand, quand on avait les réunions là au début de Médiation 21, quand on se voyait encore, donc il n'y avait pas encore le Covid, l'invention de la boîte à ego. Je me souviens très bien. Ça, c'était donc, vous savez, c'était une vulgaire boîte à chaussures dans laquelle j'avais marqué boîte à ego. Et donc, on rentrait dans la réunion pour pouvoir échanger et chacun mettait son ego. Et puis, quand ça commençait à monter dans les tours, allez, on ressortait la boîte à ego. C'était symbolique, certes, mais c'était assez efficace. Donc, la question de l'ego n'est pas neutre non plus dans le paysage. Voilà. Euh, c'est dommage que ça puisse être ainsi parce que ça nuit à la crédibilité de la médiation. Moi, j'ai entendu des magistrats dire, mais attendez, commencez à mettre de l'ordre chez vous, quoi, voilà, parmi les médiateurs. Donc, il y a quelque chose qui cloche et dans chez nous en France, bah, on est tous des humains partout ailleurs, mais chez nous, hein, il y a vraiment le syndrome du village gaulois, hein, quand même, hein, faut le reconnaître. Mm. C'est quand même dommage. Alors, il y a un gros travail à faire sur la coopération, je pense. Un gros travail. Le propos que tu tiens là nous laisse en tout cas une perspective optimiste parce que c'est vrai que la médiation est aussi, ça n'est pas d'abord, mais c'est aussi un marché Oui, dont certaines personnes espèrent pouvoir tirer suffisamment de revenus pour peut-être en vivre et ne pas l'exercer seulement comme une activité accessoire. Et si la médiation se développe, alors on n'aura plus cette espèce de logique malthusianiste qui consisterait à garder pour soi, à limiter la croissance du nombre de médiateurs et à circonscrire un peu des terres qui soient appropriées. Donc, peut-être que l'avenir sera plus radieux en termes de relations. Comment est-ce que tu vois à ce sujet, et on peut peut-être, c'est peut-être le moment de commencer à imaginer le futur, comment est-ce que tu vois la représentation des intérêts de la médiation à l'avenir? Est-ce qu'il faut aller vers plus de concentration entre les différentes structures qui existent, ou est-ce que la multiplication de structures, de centres, d'associations qui ont pour objet de promouvoir une médiation de qualité est plutôt un atout pour son développement? Comment vois-tu les choses? Euh, bon, moi, je pense que il peut y avoir des regroupements de personnes parce que le territoire est vaste, hein, et que parfois ils ont des difficultés, mais il y a toujours l'idée d'un regroupement général sur l'essentiel. Bon, moi je vais prendre l'exemple de l'ANM, par exemple. Bon, l'ANM a non seulement des personnes physiques individuelles comme adhérents, mais il y a aussi des structures. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, il puisse y avoir ce regroupement qui permette d'avoir une sorte d'unité
on voit l'ANM. Bon, aujourd'hui, il y a la question de médiation 21 qui est quand même une question fondamentale. Hein, donc, le fait que donc appartenir à médiation 21, c'est avoir une voix aussi au CNM. Et donc, c'est toi qui nous représente avec c'est Myriam. Donc, c'est quand même important. Vous avez la voix des médiateurs. Vous portez la voix des médiateurs là ici avec médiation 21. Je pense que c'est important. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne pourra jamais empêcher de petites structures, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait une sorte de fédération, de regroupement de ces médiateurs qui sont dispersés à travers le territoire pour qu'effectivement la voix des médiateurs puisse être portée auprès des pouvoirs publics, notamment auprès des pouvoirs publics. Et bon, je ne veux pas parler enfin, il y a une politique de l'amiable qui se met en place. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas suffisamment enfin, on sait bien que quand on met en place un projet, il y a aussi des moyens financiers. Ben, le problème, il est là. Moi, je dirais bien des publicités, comme il y a des publicités pour pas faire chin-chin 120, voilà, donc l'histoire de l'alcool, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de médiateurs, de médiation? Ça serait intéressant, ça, que l'on puisse parler des processus amiables. Euh, je, J'aimerais bien qu'il puisse y avoir des campagnes pour expliquer ce que c'est réellement que la médiation. Et les gens pourraient adhérer parce que ça les concerne, ça concerne tout un vaste public. Et, enfin, pour moi, il y a la question d'une voix. Enfin, c'est difficile de parler d'une voix unique, mais c'est quand même ça qui serait l'idéal. Vraiment, une voix unique. Voix VOIX, hein, bien évidemment. Mais voix VOIE aussi. Et ça rappelle le slogan de Médiation 21, qui est d'ailleurs parler d'une voix commune. En fait, ce que tu nous dis, c'est euh, idéalement, il faudrait pouvoir concilier diversité et unité, mais comme souvent en médiation, on cherche à articuler des besoins qui peuvent paraître de prime abord antagoniques. On arrive finalement à articuler ici universalité ou unité d'une part et diversité d'autre part. En fait, c'est ça qu'il faudrait arriver à concilier. Alors, juste pour Médiation 21, je voudrais préciser que c'est Myriam Baquet qui représente Médiation 21 au sein du Conseil national de la médiation. Elle en est d'ailleurs la première vice-présidente et je ne suis que son suppléant, mais c'est bien Myriam qui porte la voix de Médiation Et toi, 21. tu dis. Par rapport à la médiation, au nombre des questions qui traversent régulièrement hein, l'univers des médiateurs, il y en a une qui est assez récurrente, qui est celle de la spécialisation éventuelle du médiateur. D'aucuns pensent que le médiateur est un spécialiste de la relation, qu'il n'est absolument pas nécessaire, peut-être même pas souhaitable, qu'il connaisse le domaine dans lequel est survenu le litige qui oppose les personnes qui l'accompagnent. D'autres sont d'un avis contraire et ils disposent d'arguments, hein, puisqu'on a par exemple un article 131.5 du Code de procédure civile qui dit que le médiateur doit posséder par l'exercice passé ou présent d'une activité la qualification requise eu égard à la nature du litige. Donc c'est quand même une indication assez forte. Et donc ce courant de médiateurs pense, eux, que le médiateur doit connaître le domaine dans lequel est survenu le litige. Avec le recul que te donnent plusieurs dizaines d'années d'expérience, est-ce que tu peux nous donner ta position sur cette controverse qui n'est toujours pas résolue? Est-ce que le médiateur doit se spécialiser ou est-ce qu'il doit rester avant tout un médiateur polyvalent? Pour moi, qui me décrit comme étant médiateur tout-terrain, je pourrais dire que moi, ma spécialité, c'est la médiation. Voilà. Donc, je suis spécialiste de la relation et pas plus. Et donc, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir comprendre l'univers, le monde dans lequel on entre. Moi, ce que je peux dire, par exemple, je fais des médiations, j'en ai fait hein, dans le domaine de la construction, où je me retrouve avec tout un tas de personnes. Moi, j'hésite pas à dire, ben, écoutez, moi, je ne
je connais pas le domaine de la construction, mais je suis là uniquement pour vous permettre, pour vous aider à vous entendre, à vous comprendre, à faire en sorte que vous puissiez dialoguer et trouver des solutions. Voilà. Et je le dis haut et fort. Moi, ce que je peux dire, c'est que euh, je crois que je suis peut-être, il y a une question d'âge, hein. Moi, je suis à l'âge où j'ai pas peur de dire les choses et j'ai confiance, j'ai suffisamment confiance en moi pour pouvoir dire que non, je ne suis pas forcément, je comprends pas forcément ce qui se dit, mais je demande des explications, je pose des questions et même justement, comme nous sommes des grands poseurs de questions, ça peut éclairer parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de problèmes qui sont posés liés à des interprétations qui sont fausses. Et je vais donner un petit exemple qui nous vient de Arnaud Lafont, là, qui est de la médiation des entreprises. Arnaud dit qu'il avait eu une affaire à propos de deux entreprises et une histoire de contrat, etc. Et donc, la question d'étanchéité s'est posée. Et donc, Arnaud a posé la question, c'est quoi pour vous l'étanchéité? Et puis l'autre, donc il a donné l'explication. Puis l'autre dit, mais moi, c'est pas ça. Pour moi, l'étanchéité. Donc, vous voyez, même chez les spécialistes, ils sont pas toujours d'accord sur les termes. Et donc, l'essentiel, c'est que le médiateur puisse rester le grand poseur de questions. Alors moi, la spécialité, je pense que je pense pas que ce soit utile, que ce soit nécessaire. Je répète, hein, mais pouvoir bien comprendre la culture de ceux qui sont présents, ça c'est important. Par contre, voilà. Donc c'est tout. Et donc, j'aime bien cette formule, le médiateur est un grand poseur de questions. Oui, Ça signifie qu'il reste vraiment en position basse dans le processus, tout à fait. n'adopte jamais l'attitude d'expert, de sachant, et pour cette raison, il n'est pas nécessaire qu'il soit un expert du domaine dans lequel est survenu le litige ou qu'il le maîtrise pleinement. Est-ce que pour autant tu considérerais qu'il est utile qu'il ait une certaine légitimité aux yeux des personnes et de leurs conseils, ou Oui. est-ce que c'est même pas nécessaire? Bah, je sais pas. Dès l'instant où les personnes ont confiance dans le médiateur, ça marche tout seul. Ils ont, mais s'il n'y a pas la confiance de départ, le médiateur n'est pas légitime. Il est légitimé par les personnes qui sont présentes. C'est la raison pour laquelle les rencontrer individuellement est extrêmement important parce que ce médiateur-là me convient. Il faut impérativement que ça puisse accrocher, qu'il puisse y avoir une vraie rencontre avec les personnes parce qu'on rencontre les personnes vraiment en médiation. Et donc, s'ils ont confiance dans le médiateur, on a besoin que de ça, que de la confiance, et c'est la confiance qui légitimise le médiateur. D'accord. Hein. Est-ce que, alors il y a une question qui nous est posée par Nelly, là je regarde un petit peu les questions qui commencent à passer sur le fil de discussion et on vous en remercie, qui fait le lien entre médiation et argent. Comment est-ce que la médiation va se développer à l'avenir par rapport à son modèle économique? Autrement dit, est-ce qu'on est arrivé à un âge où il fallait d'abord convaincre de l'utilité de ce processus et qu'on en serait maintenant arrivé à un stade de développement de cette pratique de notre société qui serait de lui trouver un modèle économique rentable qui garantisse à la fois un accès au plus grand nombre et une rémunération équitable pour les personnes qui rendent un service de qualité. Comment vois-tu les choses? Moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent payer. Là, je pense qu'il faut pas avoir un modèle unique, hein. Mais lorsqu'on est dans le domaine des entreprises, il n'y a pas de raison que le médiateur n'ait pas sa juste rémunération. Dans certains cas, les gens n'ont pas forcément beaucoup de moyens, ben on s'adapte. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de demander quand même qu'ils puissent apporter quelque chose sur la table parce que ça veut dire qu'il y a un véritable engagement euh, et,
et c'est sûr qu'il y a des médiations qui ne rémunèrent absolument pas le travail du médiateur, mais qu'importe, il y a de tout. Mais certaines, je pense que le médiateur doit être rémunéré. Voilà, il y a un service qui est rendu, c'est normal, et que si, surtout pour ceux qui en font leur métier principal, je trouve que c'est normal qu'ils soient rémunérés. Et bon, chacun, peut-être selon ses possibilités, hein, sans aucun doute, mais d'une façon générale, les gens, ils payent bien leur avocat, donc ils vont payer le médiateur qui va permettre de résoudre le problème. Moi, ça peut être, ça doit devenir rentable. Bien sûr que oui, ça doit. Ils doivent recevoir de l'argent. Je ne sais pas ce qu'en pensent les uns et les autres là-dessus, mais je trouve que c'est normal que les médiateurs soient rémunérés. Et là, je me permets de faire une petite remarque à propos donc des injonctions à la médiation. C'est purement gratuit. Ça nous prend un temps absolument phénoménal. Et là, je sais que dans certaines juridictions, il y a quand même quelque chose qui est donné aux médiateurs qui viennent pour donner de la formation à la médiation. Il y en a pas beaucoup, hein, mais je sais qu'il y en a. Et je trouverais intéressant pour développer la politique de l'amiable, justement, qu'il puisse y avoir pour les médiateurs qui font beaucoup d'injonctions, qu'il puisse y avoir au moins une mini rémunération qui pourrait être donnée par l'État et pourquoi pas. Voilà. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais il faut payer. Comment il y avait quelqu'un qui me disait que si tu comment c'est bien, si tu ne payes pas le produit, c'est toi qui le produis. Si Ben, tu payes, c'est ouais. le grand financier américain, là, Si le produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est moi le produit, le- c'est ça. Si c'est c'est gratuit, gratuit. c'est toi le produit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Ouais, ça Voilà. s'appelle le Bon, fondateur ça de va. Oui. Google. Le fondateur de Google. Bon, ok. Voilà. Euh, Ce que je constate, c'est assez amusant, c'est que depuis qu'on a abordé la question du coût de la médiation, ça agite un petit peu, il y a un peu d'effervescence sur le fil de discussion, mais c'est bien normal parce que ça fait partie aussi des composantes de l'équilibre de ce système et de son possible développement ou pas. Ce que j'entends dans ce que tu nous dis, Gabriel, c'est il y a deux approches. Première approche, il faut que la pratique de la médiation rapporte quelque chose à celui qui la pratique, surtout lorsqu'il rend une prestation de qualité. Et deuxième approche, il faut aussi que ça coûte quelque chose à Oui, l'utilisateur de médiation. C'est ça que tu dis. Là, oui. une médiation, pour toi, ne devrait pas être gratuite. Eh bien, je pense que ça ne devrait pas être gratuit parce que j'ai eu plein d'expériences des gens qui ne payaient pas parce qu'ils étaient à l'aide juridictionnelle. Et là, il y a eu des choses horribles qui se sont passées parce que c'était bon, ça crée des déséquilibres et puis les personnes ne font pas l'effort pour justement trouver un accord. Moi, il me revient en mémoire là une affaire que j'avais eue. Donc, c'était entre un couple non marié qui se séparait, il y avait un enfant, etc. Donc, il y avait la dame qui était à l'aide juridictionnelle, le monsieur, il gagnait pas beaucoup. Et j'ai dit, bon, moi, je suis désolée, mais comme je ne vais pas aller demander l'aide juridictionnelle, je pense que madame doit faire un effort et je vais demander 50 euros à chacun. Voilà. Donc, si madame je prendrai la médiation que si madame est d'accord pour payer ces 50 euros. Alors, l'avocate est revenue et elle m'a dit, oui, madame paiera ces 50 euros. Là, j'ai fait la médiation, puis je l'aurais pas demandé. Voilà. Mais c'était pas ah oui, parce que je suis très mauvaise, moi, là-dessus. La question de l'argent, je vous en parle là, mais je suis vraiment très, très mauvaise. Je suis pas un bon exemple. Mais malgré tout, je demeure persuadée qu'il faut effectivement que le service est une valeur. Et c'est comme ça que aussi que les médiateurs vont prendre, on va les regarder de manière, on va les considérer. J'ai écouté une vidéo là, c'était ce matin, je pense, à propos d'hommes qui font des grosses médiations. Là, je ne sais pas combien ils sont payés, mais ils doivent se faire payer quand même très cher. Et ben, ça leur donne encore plus de valeur à ces gens-là. Donc, je crois que c'est important que on puisse faire avoir un tarif qui puisse être euh, euh,
à la hauteur de Du ce service rendu, en somme. service rendu. Voilà. Bien sûr, voilà. Bon, moi, je pense que c'est important. À cet égard, alors on est un certain nombre et j'aimerais que tu te positionnes là-dessus aussi, à penser que l'honoraire de résultat devrait être exclu en matière de médiation, même si on le renomme honoraire de satisfaction ou autre. Est-ce que tu considères, toi, que pour que le médiateur soit tout à fait détaché du résultat et que ça lui permette de conserver sa neutralité, il ne soit pas trop sous la pression financière du résultat de la médiation? Est-ce qu'il est préférable que la médiation soit pour lui une activité parmi d'autres, ou est-ce que il n'y a aucun problème pour que le médiateur ait une activité unique de médiateur? On n'y est pas encore, hein, à l'activité unique. Moi, moi, je trouve que c'est intéressant de faire plusieurs choses, hein. Voilà, je trouve ça. euh, je pense. Ben, je ne sais pas, parce que pour certains, par exemple, les médiateurs familiaux, ils font que de la médiation familiale, par exemple. Euh, et pourquoi pas? Donc, peut-être que ça donnerait une autre légitimité d'être que médiateur, je ne sais pas. Pour l'instant, ça n'est pas le cas pour la plupart, hein, puisqu'il faut avoir généralement un double métier pour pouvoir en vivre. Mais moi, je trouverais que ça voudrait dire que la médiation est arrivée à son apogée, que de pouvoir dire je suis médiateur, point barre. Mais tu parles de l'honoraire de résultat. Moi, je trouve que déontologiquement parlant, c'est pas correct, quoi. C'est pas correct. Parce que sinon, voilà, il risque de dévier de son éthique, pour justement arriver à un résultat, alors que c'est les personnes, hein, qui vont, s'ils ont la volonté, ils vont trouver le résultat. Et ça n'empêche pas que le médiateur doit mouiller sa chemise pour faire en sorte que les gens avancent, hein. Et ceux qui ont fait des médiations, ils le savent bien. On est toujours en train de réfléchir et comment je vais faire, comment je vais rencontrer les personnes. Est-ce que je dois appeler celui-ci, celui-là? Il faut que ça bouge, il faut que, voilà. Je pense que c'est euh, enfin, moi, pour moi, la belle satisfaction, c'est qu'il y ait possibilité d'accord, hein. Et la question de ce que je vais être rémunéré, franchement, pour moi, c'est secondaire. Mais j'ai tort de penser ainsi, parce que si on veut que la médiation puisse être reconnue, il faut réellement que, effectivement, les médiateurs puissent vivre de leur art. Voilà. Mais on est bien d'accord sur ce sujet. On va peut-être laisser là la question de l'argent qui a suscité beaucoup de réactions. Je vois passer sur le fil de discussion des questions qui portent sur un tout autre aspect, mais que nous avons prévu d'évoquer un peu plus tard, rassurez-vous. Je voudrais en venir, si tu veux bien, aux champs, aux objets de médiation. On est dans une époque difficile, avec des crises qui s'ajoutent aux crises, hein, crise environnementale, déficit démocratique ou crise politique, crise migratoire, crise économique, crise sociale. Est-ce que pour toi, la médiation est un moyen pertinent et prometteur pour répondre à toutes ces crises? Ou est-ce qu'il ne faut pas trop lui en demander? Je, je pense qu'une culture médiation est indispensable pour qu'on puisse survivre. Ce matin, j'entendais là, j'étais à la radio ou je sais plus sur quel média, qu'il y avait un élève qui avait menacé le proviseur d'un couteau. Non mais attends, où on va? Où on va? Cette violence, moi je trouve ça insupportable, inadmissible et pas et pas acceptable. Donc, le fait qu'il y ait de la médiation dans les écoles, normalement, ça va aider à former des citoyens. Il y a la question des règles. En médiation, il y a des règles. Et donc là, la question de la règle, le retour à la règle, c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Je suis désolée, comparaison n'est pas raison, mais moi j'ai
des petits-enfants québécois et j'en ai des Français. Et je vois au Québec, alors tout n'est pas parfait, hein, c'est pas vrai, hein, je dis pas ça, mais je parle en termes de comportement. Je pense qu'il y a une culture de l'amiable et de la coopération qui fait que il y a plus d'aspects raisonnables dans le comportement des personnes. Et nous sommes un pays assez bizarre, hein, quand même, parce que je, je me rends compte à quel point, quand il y a quelqu'un qui est en difficulté, là, les personnes en France sont, il y a des bénévoles qui travaillent, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie. Et il y a des personnes qui vous viennent en aide. Il y a une solidarité malgré tout qui existe. On se trouve dans un monde bizarre où il y a à la fois de la violence, de vraiment euh, de la non, enfin, des comportements qui ne sont pas acceptables dans les lieux publics, ailleurs, et tout à la fois une solidarité invraisemblable. Je suis sûre qu'il manquerait pas grand-chose. Et peut-être que c'est nous, les médiateurs, qui devons être absolument exemplaires et qui devons prêcher la bonne parole. Moi, je dis que ça commence à l'école, d'abord, ça commence à l'école. C'est la citoyenneté en fait, hein, et que l'on sache qu'est-ce que c'est qu'être citoyen en France et la mise en place des règles. Et les règles, eh bien, quand on les contourne, eh bien, il y a forcément quelque chose qui arrive il faut que l'on sache que si on contourne les règles, eh bien, on doit la payer. Voilà, on doit payer de quelque chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question en fait. Et indirectement, et ça rejoint une autre question que je brûlais de te poser. On parle aujourd'hui de donner des cours d'empathie dans les écoles. Bon, c'est une idée qu'avait mis sur la table Gabriel Attal lorsqu'il était encore ministre de l'Éducation. À cet égard, moi j'ai fait un test, hein. Avant, quand on tapait sur Internet Gabriel, on tombait sur Gabriel Planès. Maintenant, quand on tape Gabriel, on tombe sur Gabriel Attal. Il t'a brûlé la politesse, hein. C'est bon, il va falloir s'y faire. Il va falloir s'y faire. Moi, cette idée d'enseigner l'empathie dans les écoles me laisse un peu sceptique parce que je ne suis pas certain que l'empathie s'enseigne comme une discipline parmi d'autres. Alors, Toi, tu as été longtemps enseignante. Comment verrais-tu la transmission aux jeunes générations d'une culture de médiation? par l'exemple, l'exemplarité. Ça n'est que ça, l'exemplarité. Donc, en tant qu'enseignante, bon, par exemple, je vais vous dire, il y avait une égalité de traitement pour tous. Il y avait des élèves que je préférais, mais je ne le montrais pas. Et ça, c'est surtout ça. Et donc, le, enfin, je pense qu'on a quelque chose à transmettre en étant soi-même authentique. Tu parlais d'authenticité, je trouve que c'est quelque chose c'est une sacrée valeur que l'authenticité. Et dire, bon, et chacun a sa place, et chacun a sa place. Et il faut pas qu'il y ait de cloisonnement. Alors, je te fais le cours d'empathie, le cours de citoyenneté, le cours de ceci, le cours de cela. C'est pas vrai, c'est un tout. C'est un tout. C'est une humanité. On est humain. Et là, donc, ce que je demandais, c'est, bon, alors, j'avais des classes de 60 élèves. Je sais pas si tu vois, hein, quand j'étais au Gabon, là, 60 élèves. Et même ailleurs, bon, 60 élèves. Ben, écoutez, ils étaient tous il était toujours prêt à m'aider. Alors j'arrivais en voiture, et tout le monde descendait parce que c'était pour me tenir mon sac, monter, etc. Tout le monde se précipitait pour effacer le tableau. Il y avait vraiment euh, beaucoup d'amour qui régnait dans les classes, mais j'étais pas du genre à leur dire. Bah, c'est nul ce que tu as fait là, vraiment, c'est pas, vous êtes vraiment, ça ne va pas du tout. Non, vous, c'est possible que vous améliorez, vous allez réussir, c'est ça, c'est toujours positif, positif, positif. Et puis, s'il y avait quelqu'un qui se comportait mal, je disais simplement, eh bien, à la sortie, là, s'il vous plaît, vous allez rester avec moi, j'ai besoin de vous parler. Là, tout le monde comprenait. Et ça marchait. Donc, on récompense devant les troupes, hein, c'est comme ça dans l'armée. Et quand on a quelque chose à dire, on le fait en particulier. Et généralement, ça se recadre facilement.
Je pense que les enseignants ont vraiment un rôle important à jouer. Et mais tout le monde n'a pas l'envie, n'a pas le désir. Il y en a qui sont là parce que euh, pour gagner leur vie simplement. Puis d'autres ont la foi. Et ben, il faut l'avoir la foi parce que on a un message à passer. Je le répète, hein, il faut être exemplaire et authentique et bienveillant et aimer les gens d'une façon générale et leur dire tout est possible. Allez, hop, on y va. Et à Donc, l'école, pareil, on ne peut pas cloisonner, quoi. On ne peut pas cloisonner. on va préparer ensemble, après le webinaire, la lettre à adresser à Madame Belloubet, qu'on avait rencontrée Oui, quand on lui a remis le livre blanc hein, de Médiation 21. Exemplarité, bienveillance, oui, acceptation de la différence, authenticité, oui. et puis exemplarité encore. Bon, Ah oui, exemplaire. ça commence et ça finit par l'exemplarité. Ah Et oui, tout ça, c'est une approche globale et non pas une discipline qu'on enseigne. probablement, évidemment. Autrefois, tu sais, quand on faisait ces études, il y avait une très très belle expression, on disait on fait ses humanités. Oui. Faudrait revenir à ça, faire ses humanités plutôt que d'acquérir des connaissances. En fait, ce serait ça Oui, la bonne base. c'est super, ça, faire ses humanités. Ben, tu vois, c'est bien pour Madame Belloubet. Et je vois quelqu'un qui rajoute dans le fil de discussion et humilité. Merci François Ah, pour cette proposition. exactement, François. Humilité Ouais, ouais, ouais. également. Également. Exactement, humilité. Alors, il y a quand même, oui, pour les enfants, veillons à leur transmettre ces valeurs-là, ces contenus, ces comportements, ces savoir-être le plus tôt possible. Mais quand on en arrive ensuite à l'âge adulte, et si tout ça a été un peu intégré, on devrait normalement pouvoir être en situation de comprendre tout ce que la médiation apporte. Je ne sais pas si tu es comme moi. Alors que la médiation recèle des potentialités inouïes en termes de compréhension, de résolution des problématiques, en famille, dans les quartiers, dans les entreprises, bon, la pratique de la médiation reste encore assez marginale finalement. Alors, qu'est-ce qui coince après toi? Pourquoi la mayonnaise ne prend pas? Ah, je pense que je pense que les gens ne savent pas ce que c'est. Je pense que les gens ne le savent pas. Je pense que c'est tu me laisses là, je peux pas te répondre là, je ne sais Je pas quoi. laisse sans voix, ce qui est assez rare quand même. Ah oui, je suis pas de répondre, je ne sais pas. Voilà, je suis sans voix, je comprends pas. Je ne comprends pas parce que c'est tellement intéressant la médiation, mais les gens ne connaissent pas et ils n'ont pas compris que c'était de ça dont ils avaient besoin. On en a tous besoin. On en a tous besoin. L'esprit de médiation, voilà, ça correspond à de l'humain et d'une voilà, d'une compréhension réciproque, de se mettre à la place d'eux, là, comme tu parles de l'altérité, mais et puis aussi de beaucoup d'altruisme, hein, quand même, hein, pour certains. Mais on n'est pas tous au même niveau, hein. Et là, moi, je pense qu'il y a un tiers qui doivent être facilement convaincus et qui peuvent aider. Donc, ça serait bien de repérer. Mais tu vois, l'idée de de Madame Belloubet est excellente, mais on devrait aussi aller voir le Gabriel Attal, hein, et lui dire, bon, plutôt que de l'empathie, peut-être qu'on pourrait faire de l'empathie et autre chose. Voilà. Et la médiation, mais c'est ce dont nous avons besoin au niveau sociétal. Et quand on examine, par exemple, la liste là, des risques psychosociaux, enfin, non, euh, dans les entreprises pour pouvoir que les choses marchent bien, forcément, il y a la médiation. Qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail, c'est ça que tu veux évoquer. Ouais. Je dis, mais ce qu'ils savent pas, ils ont pas mis le mot médiation. C'est quand même assez dommage. Or, c'est ça dont ils ont besoin, c'est de médiation. C'est de médiation et d'esprit de médiation. Et là, tout fonctionnerait. Mais pourquoi est-ce qu'on n'introduit pas ces mots magiques au sein donc de tout ce qui est indiqué là, qualité de vie au travail, bien-être au travail, etc. Mais même pour les risques psychosociaux. Alors, donc pourquoi ne pas mettre de médiation? C'est ça. La médiation doit être introduite
partout, partout, partout. Mais le mot Bah, médiation, ça renvoie à un sujet qu'on a esquissé tout à l'heure et ça a suscité d'ailleurs pas mal de réactions pardon, dans le fil de discussion sur une campagne de communication. oui, C'est-à-dire qu'en fait, pour toi, si la mayonnaise ne prend pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus par méconnaissance que par défiance. Et il oui, faudrait donc mieux expliquer ce qu'est la médiation, oui, se mettre à la portée du plus grand nombre pour qu'enfin chacun y vienne et chacun ait envie de la pratiquer. L'idée, c'est ça, exactement. donner envie. Donner envie. Et ça, ça, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Faire connaître. Là, moi, ça c'est difficile, hein, on voit bien. Les gens ne savent pas de quoi on parle quand on parle de médiation. Ils ne savent pas. Dommage. Et le monde en a besoin. Le monde en a besoin. Bon. Alors, si on se tourne encore vers l'avenir, on est quand même dans une époque qui connaît un certain nombre de bouleversements. Oui, On mesure aujourd'hui que la technologie a une incidence sur les pratiques de médiation. Par exemple, peu d'entre nous imaginions, avant l'épidémie du Covid-19, recourir aussi aisément et fréquemment à la visioconférence. Et puis, on s'y est tous habitués, on fait tous aujourd'hui des moments de médiation, rarement de A jusqu'à Z, mais des moments de médiation en oui. visioconférence. Et maintenant, qu'est-ce qui vient ensuite, d'après toi? J'ai vu passer sur le fil de discussion tout à l'heure, et c'est effectivement une question que je souhaitais te poser, une remarque sur les plateformes de médiation en ligne. Comment est-ce que tu appréhendes ça? Est-ce que pour toi, on est sur une médiation qui répond aux conditions que tu énonçais un peu tout à l'heure, ou est-ce que, on est sur autre chose? Moi, je pense qu'on est sur autre chose. On est sur autre chose. Quand on est, par exemple, sur la consommation, pourquoi pas, hein, moi, je trouve que ça peut fonctionner, les plateformes comme ça. Mais euh, ce que nous faisons, enfin, moi, ce que je fais, ce que tu fais, c'est du raisonnement humain. Et donc là, c'est un peu, c'est difficile de pouvoir imaginer que c'est un robot qui répond. On a besoin d'avoir des personnes. On a besoin d'être là au contact des personnes. Et si ça marche, c'est parce que effectivement, il y a cette présence et la présence du médiateur. Alors, tu parlais des médiations, des visioconférences. Bon, on en fait tous, hein. Et parfois, ça peut être même extrêmement utile. Là, parce que des personnes qui peuvent pas se voir, là, au lieu de faire la navette, on peut faire la navette via la visioconférence. Et puis, pour des médiations qui sont à distance, des gens qui peuvent pas venir, c'est économique, ça présente vraiment beaucoup d'intérêt. Sauf que on ne se sent pas, c'est tout, hein, on ne se sent pas. C'est comme le Canada Dry, ça, en fait, hein. Mais en fait, il n'y a pas toute la saveur de la rencontre physique, hein, ça, c'est certain. Mais c'est rudement pratique, hein, c'est rudement pratique. Alors, comme tout le monde n'a peut-être pas la référence en tête, le Canada Dry, c'était une boisson qui, à mon avis, n'existe plus aujourd'hui. Enfin, à ma connaissance, on n'en trouve plus dans le commerce. Et le slogan, c'était ça ressemble à l'alcool, mais ça n'est pas de l'alcool. Voilà, c'est Voilà, d'où la référence au Canada Dry. Je retiens que la médiation sur des plateformes, c'est de la médiation Canada Dry. exactement. Mais moi, je rejoins ce que tu dis sur la visioconférence. Il fut un temps où on avait le choix entre faire des médiations en présence avec des gens masqués ou en visioconférence avec des gens sans masque. Moi, je préférais nettement la visioconférence avec des gens sans masque. Donc, Ben, c'est ça. voilà, il y a effectivement des apports de la technologie qui sont plutôt encourageants et plutôt facilitants. C'est pas forcément un dévoiement du processus. Et puis, Non. si ça facilite la pratique, c'est une bonne chose. Mais alors, le prochain tournant qui nous attend, il est peut-être un peu plus rude. Tu as sans doute vu que cette semaine, le président de la République s'est vu remettre un rapport sur les opportunités et risques de l'intelligence artificielle. Euh, Est-ce que tu imagines qu'on puisse articuler la médiation et l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va d'une manière ou d'une autre impacter nos pratiques de médiateurs? Alors, je dois dire que l'intelligence artificielle, ça me fait peur, hein. Franchement, là, je le dis, ça me fait peur. Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que
Ce que j'ai compris, c'est que vraiment, on arrive à faire des très très beaux textes. Il y a une forme de raisonnement, mais il peut y avoir des erreurs. Et donc là, les fausses nouvelles, ça peut très bien rentrer dans dans tout le process. Et ça, c'est vraiment pas bon. Puis de plus, là, où est l'humain? Bon, voilà, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui fait le boulot pour toi, et avec les risques d'erreur, bah non. Moi, ça me fait peur. Mais par ailleurs, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je sais que par exemple, dans certaines médiations, euh, il y a des gens qui n'iront pas ou bien qui vont pas négocier tant qu'ils n'ont pas leur notion de risque. Alors peut-être que cette question de l'intelligence artificielle peut donner quelques idées sur le risque encouru, et certaines personnes vont avancer parce qu'ils se disent, ah, j'ai un trop grand risque, alors je vais peut-être essayer la médiation. Mais la médiation restera toujours le fait des humains, pour moi. Hein. Est-ce que, si j'ai bien compris ce que tu nous dis, pour toi, l'une des applications de l'intelligence artificielle serait de faciliter ce qu'on appelle parfois la médiation évaluative, un Oui, peu ce que sont aujourd'hui les audiences de règlement amiable inspirées des conférences de règlement amiable du Québec, c'est-à-dire on ouais. rencontre un tiers qui émet une opinion légitime, fondée sur les chances de succès d'une procédure. Et une fois qu'on a identifié ce point de repère, il est plus facile de s'orienter dans un mode amiable. C'est comme ça que tu verrais l'intelligence artificielle? Hein, pas pour tous, hein, mais dans certains cas, ça peut être aidant, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vois François qui parle du robot, bah merci, hein, je veux pas vivre cette époque, hein. Le médiateur qui devient un robot qui est le médiateur, non, 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 de grâce. Chaque personne étant différente, le médiateur doit s'adapter aux personnes, et non, mais, je veux pas vivre ces choses-là, moi, non. Et je sais que c'est à nos portes, mais j'espère que non. J'espère on n'y arrivera pas à ça. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on a commencé notre entretien, tu parlais de créativité, d'innovation. Mais tu considères aussi que cette créativité et cette innovation doivent connaître une limite. Il faut qu'on Oui, ait un point de vigilance là tout à pour fait. éviter que des évolutions technologiques présentées comme très innovantes viennent dévoyer les fondamentaux de la médiation. C'est ça? Exactement, c'est bien ça. Et là, moi, je dis, c'est la limite, hein. Franchement, là, faut pas dépasser ça. Non. Le médiateur, c'est un, un homme, une femme qui accompagne des personnes qui sont en difficulté, voilà, relationnelle. C'est ça le médiateur, mais le robot, enfin, comment on peut? On sait très bien que la communication, elle passe par la posture et notamment le regard. Alors, le robot, qu'est-ce qu'il regarde là? Je sais pas. Est-ce qu'il a un regard? C'est la profondeur de l'être hein, qui est en question. Moi, c'est quelque chose à croire. Je crois beaucoup. Hein. Je bois du petit lait en t'écoutant et j'ai souvent essayé de convaincre des confrères avocats que pratiquer la médiation, c'était pas scier la branche sur laquelle l'avocat est assis, mais c'était tout au contraire faire évoluer la profession vers des savoir-être, vers le placement de la relation au centre du problème, plutôt que, que de placer la règle de droit. Et c'est en cultivant la relation plus que en appliquant la règle de droit qu'on sauvera les relations entre les personnes et qu'on rendra une meilleure justice. Je vois passer sur le fil de discussion la question du robot médiateur. Je ne sais pas si on pourra avoir un robot médiateur, mais j'indique juste pour celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas qu'aujourd'hui, en Estonie, et l'Estonie n'est pas très très loin de la France, hein, on a des juges robots, où on a déjà des ordinateurs dans lesquels on rentre des données, par exemple pour un divorce et pour le calcul d'une prestation compensatoire ou de la contribution aux besoins du mariage, on a des algorithmes qui viennent calculer à partir d'un certain nombre de données et il n'y a plus d'appréciation humaine. C'est complètement automatisé.
voilà, est-ce qu'on va en venir à ça? Je ne sais pas. C'est pas souhaitable à mes yeux et là-dessus, je te rejoins complètement. Ah oui, alors là, moi, c'est ça qui me fait peur, hein. Est-ce que toi qui connais bien le Québec, parce qu'encore une fois, tu fais de fréquents allers-retours, et puis tu nous l'as rappelé, ton compagnon est québécois, c'est pour nous l'occasion de saluer Pierre Béliveau. Est-ce que, Oui, merci. quelle est la manière dont les Québécois qui sont très en avance sur nous, sur la pratique des modes amiables, ont appréhendé l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils l'ont appréhendée ou est-ce que pour l'instant, ils sont également un peu interdits face à cette émergence? Ah bah, de toute façon, au niveau de la justice, je pense que c'est pas encore rentré, hein. Au niveau des médiateurs, c'est toujours, il y a un côté humain, donc tout va bien. Mais je pense qu'ils ont les mêmes craintes que nous. Enfin, concernant l'intelligence artificielle, hein. Je, voilà, moi je pense pas que ça soit un scoop, hein. On en est au même niveau, Dans le hein. domaine de la justice, moi, je n'ai rien entendu parler. Voilà. Et donc, Pierre confirme, il n'a rien entendu parler au niveau de la justice. On n'est pas en Estonie, mais dis donc, Non, grand bien nous fasse, ouais, surtout ouais, en ce ouais. moment. Espérons que ça va continuer comme ça, hein. Voilà. On a parlé tout à l'heure en se tournant vers le passé du monde de la médiation. J'aimerais qu'on en parle un petit peu aussi en se tournant vers l'avenir. On a quand même connu quelque chose d'intéressant dans le monde de la médiation depuis maintenant 1 an et demi. C'est la création du Conseil national de la médiation, dont tu as dit un mot, qui est un peu une forme d'institutionnalisation de la médiation. Est-ce que c'est une menace pour l'esprit de médiation, cette institutionnalisation, ou est-ce qu'au contraire, c'est le métier de médiateur qui va s'institutionnaliser, l'esprit de médiation étant quant à lui préservé? Alors, compte tenu des personnes qui sont actuellement au conseil, parce que c'est une question de personnes, hein, je suis désolée, hein. Compte tenu des personnes qui sont actuellement au Conseil national de la médiation, je suis plutôt optimiste et effectivement, il va y avoir une forme d'institutionnalisation de la médiation et je trouve que c'est bien, ça va faire progresser. Mais comme tu le sais, Bertrand, il suffit d'une personne qui a un mauvais esprit pour que tout chamboule, hein, tout soit chamboulé. Donc, espérons que les personnes qui seront choisies au niveau du Conseil national de la médiation seront dans le véritable esprit de médiation et que, effectivement, cette institutionnalisation fera progresser la médiation. Moi, je crois beaucoup, hein. Moi, j'ai vraiment confiance là. Je sais que ça sera difficile, c'est difficile, mais moi j'y crois, j'y crois, j'ai confiance pour le Tu, futur. tu parles de personne versus institution, c'est intéressant et moi ça me renvoie à un questionnement que j'ai depuis un certain temps. Ce que je constate, c'est quand on parle de médiation dans les juridictions, lorsqu'un chef de juridiction est nommé qui a de l'appétence pour la médiation, la pratique de la médiation dans la juridiction Et là, croît et oui. et quelques années après, souvent 2 à 3 ans, il est muté. S'il lui succède une personne qui n'est pas fervente de médiation, la pratique de la médiation dégringole. Et donc, on a comme ça un niveau de pratique de médiation dans les juridictions qui est un peu en forme de montagne russe, qui varie en fonction des personnes. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que la pratique de la médiation soit attachée à l'institution et non plus aux personnes? Est-ce que je peux demander au docteur Planès de nous prescrire une ordonnance? Bah, le ministre va se mouiller, voilà. Euh, Ah, il va se mouiller. Et peut-être que justement, ce serait intéressant qu'au niveau du CNM, il y ait des recommandations pour que il y ait une institutionnalisation de la médiation et que effectivement, il y ait dans les différentes juridictions, ben il y ait une sorte de modélisation et que c'est pas parce qu'il y en a un qui s'en va, il faut que ça perdure, voilà. Et moi, je trouve quand même ahurissant aujourd'hui que, à propos des listes de médiateurs, par exemple, hein, qu'il n'y ait pas une harmonisation dans toutes les cours d'appel. Donc ça, déjà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et si, moi, j'aime pas qu'il y ait des modèles uniques,
Mais malgré tout, il faut qu'il y ait un modèle. S'il n'y a pas un modèle là, et donc qui soit institutionnalisé, donc validé, et qui soit tout à fait convenable par rapport à l'esprit de médiation, moi je pense que s'il n'y a pas tant qu'il n'y aura pas ça, ça marchera pas quoi. Et effectivement, on arrivera à des juridictions où un homme, une femme s'en va, pouf, tout retombe comme un soufflé. Parce que là, il faut qu'il y ait une âme. Il faut qu'il y ait une personne qui emmène. C'est comme l'histoire du Cid, là, tu vois, ils partirent 500 et par un port renfort, ils se retrouvent vers 3000 en arrivant au port. Voilà. Et ben c'est ça. Il faut qu'il y ait un chef. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui insuffle un esprit, une âme et un dynamisme. Et que les autres le suivent, et y croient. Et Donc là encore, comme tout à l'heure, c'est un peu une question d'équilibre oui, entre deux principes qui ne paraissent pas immédiatement conciliables, c'est la singularité et la cohérence. oui, c'est ça. Comme Question de dosage, c'est exactement, c'est une en, question de dosage. en allant vers l'efficience du processus et l'objectif étant de développer. De développer, développer, développer et maintenir. Et donc, il faut pas que ça tombe, il faut que ça continue à monter. Et ça, c'est vraiment le fait d'hommes et de femmes et de l'institutionnalisation. Faut les accompagner aussi, ces gens-là. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je sais qu'il y a dans les notations des juges, il n'y a pas celui qui va développer la médiation. Alors, peut-être que maintenant ça va changer, hein, j'en sais rien, mais qu'il n'y a pas une aide justement à ça et une valorisation, parce que les gens ont besoin d'être valorisés, hein, comme tout le monde. Hein. Donc ça vous donne pas d'espoir, hein, parce que ça leur prend du temps. Ceux qui y croient, vraiment, ils sont valeureux, moi je trouve. Et il faut le reconnaître. Et puisqu'ils n'ont aucune gratification avec ça. Alors Voilà. ça c'est le combat que mène de longue date ton ami Fabrice Vert, hein, que nous Oui, saluons également, premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris, qui dit depuis très longtemps, tant que la pratique, l'activité de médiation ne sera pas prise en compte dans la notation des magistrats, certains d'entre eux n'auront pas le courage de s'y consacrer et de promouvoir la pratique de médiation dans leur métier au quotidien. Et oui, donc, il oui. faut vraiment surmonter cet écueil-là. Oui. Et c'est sans doute en bonne voie. Sans doute en bonne voie. Je pense, ça va le faire. Et justement, grâce au CNM, hein, donc c'est du boulot, certes, mais je te dis, je crois beaucoup à une évolution grâce au CNM. Vraiment. Et donc, cette institutionnalisation-là, pour toi, elle est plutôt positive et Oui, encourageante. tout à fait. Oui, oui, Merci, Gabriel. Alors, on s'achemine doucement vers le terme de notre échange. Personnellement, je suis d'une génération dont les vendredis soirs ont été bercés par l'émission de Bernard Pivot, apostrophe. Et je me souviens que souvent, Bernard Pivot terminait son émission, surtout lorsqu'il y avait un invité unique, unique dans tous les sens du terme, euh, où il posait à cet invité le questionnaire de Proust. Alors, j'ai imaginé de te poser ce soir, pour clôturer notre entretien, un extrait de ce questionnaire de Proust et je me doute que les réponses que tu vas nous apporter seront très spontanées. Est-ce que je peux te demander quel est le trait principal de ton caractère? l'optimisme et puis l'amour des gens. Voilà. L'optimisme et l'amour des gens. Oui, ça se voit. La qualité que tu préfères chez un homme, La loyauté. la qualité que tu préfères chez une femme. La loyauté. Pareil. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Le partage d'idées et le plaisir d'être ensemble. Oui, le faire ensemble dont on parlait tout à l'heure. Oui, on est ensemble et on est un seul cœur, une seule âme là. C'est tellement bon, tellement bon. Alors, attention au piège qui suit. Quel est, Gabriel, ton principal défaut? Mon principal défaut. Alors, je suis assez, je suis volcanique. Voilà, je suis volcanique et des fois ça part tout seul. Voilà, ça part tout seul.
Ça n'aurait pas à voir avec tes origines auvergnates par hasard, Si, 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 d'être volcanique. je suis volcanique, auvergnate volcanique. Quelle est ton occupation préférée? Alors, j'en ai plein, mais j'aime bien la lecture quand même, hein, la lecture. Bon. Mais j'aime bien aussi être avec les gens. Ouais, j'aime beaucoup être avec les gens. Voilà, je dirais plutôt ça. Voilà. Ton rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur. Eh ben justement, être avec les gens que j'aime ma famille, mes enfants. J'ai toujours avoir beaucoup de monde autour et avec du plaisir ensemble. C'est ça le bonheur. Et, et, et réciproquement, quel serait ton plus grand malheur? Ben justement, alors c'est peut-être un peu triste hein, ce que je dis, mais mon plus grand malheur, c'est de perdre ma famille, mes amis, et de me retrouver solitaire, seul, c'est terrible, terrible pour moi, terrible, ah non, terrible. Est-ce que je peux te demander ce que tu voudrais être? Cantatrice, Cantatrice. ouais. Ah ben, il va falloir te réincarner pour qu'on puisse profiter de ça. Ce que tu détestes par-dessus tout. Euh, alors, les tartuffes, la déloyauté, les mensonges, là, je supporte pas. Les faux culs. Voilà. Et inversement, les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence. Ah, les mensonges joyeux. On fera un autre webinaire pour savoir ce que c'est qu'un mensonge joyeux. Je t'expliquerai. Quel est ton état d'esprit actuel? Ah, je suis dans le bonheur. Je suis contente d'être avec toi. Et puis, je ne vois pas les personnes, mais je sais qu'elles sont là. Et je les remercie de m'avoir supporté. C'est gentil. Le don de la nature que tu voudrais avoir. Et ben justement, la musique, avoir de l'art, hein, donc si je savais chanter, qu'est-ce que ça serait bien? Et on va terminer par cette question-là. Quelle est ta devise? Alors, est-ce que tu permets, celle que j'ai vraiment au fond de moi, c'est euh, Sénèque. Hein, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que l'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles. C'est vraiment, ça me ressemble particulièrement. Mais j'ai rajouté autre chose que j'ai déjà énoncé tout à l'heure. Connais-toi toi-même. C'est vraiment là, je sais que quand on va au fond de soi, c'est tellement important pour justement savoir tous ces recoins d'ombre là, mes zones d'ombre. J'aime bien savoir ce qu'il y a là-dedans. Formidable. Merci, Gabriel. Merci infiniment pour ta générosité, ta présence, ta bonne humeur. Ça va pas te faire plaisir, mais je le dis quand même. Je sais qu'aujourd'hui a été une journée difficile pour toi, que tu as été affecté par un événement personnel et tu as absolument tenu à être quand même parmi nous Il me manque plus que parce ça. que tu ne voulais pas faire faux bond et on est au SEMA très, très touché de cette opiniâtreté à être heureuse et à partager. Merci beaucoup pour ça. Mais merci à toi. Je voudrais remercier également Hélène Toumier, la secrétaire générale du SEMA, sans qui on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait et tout ce qu'on vous propose. Merci à Catherine Emmanuel, notre directrice pédagogique, qui m'a beaucoup aidé à sélectionner les questions, à vous les présenter. Je vous annonce notre prochain webinaire qui se tiendra le 14 juin prochain. Le 14 juin, attention, est un vendredi. On fait parfois les webinaires le samedi. Peut-être même pouvez-vous nous indiquer par un mail au SEMA si pour vous c'est plus facile un samedi ou un jour de semaine. Ça nous permettra d'être au plus près de vos attentes et de vos besoins. Le 17 septembre 2022, si vous vous en souvenez, on s'est entretenu, Catherine Emmanuel s'est entretenue avec Bernard Benatar, philosophe, médiateur de la vérité. Et la vérité dans tout ça. Ce webinaire est toujours visible en ligne. Eh bien, le 14 juin, 18h30, Bernard Benatar reviendra et nous entretiendra cette fois-ci de la liberté. C'est magnifique. On a deux pieds pour marcher, la vérité, la liberté, et je pense que vous serez nombreux à suivre ce webinaire. Pour le reste, je vous invite à consulter le site du SEMA pour les formations qui viennent, les analyses de pratique. N'hésitez pas à aller sur le site. Et encore une fois, je voudrais terminer, Gabriel, en t'adressant notre très sincère reconnaissance pour la personne que tu es et pour tout ce que tu as apporté à la médiation.
Merci. Mais merci à tout le monde. Merci à toi, Bertrand, d'avoir aussi joliment et reformulé tout ce que j'ai pu dire. Merci. C'était vraiment très bien. Bonne soirée à toutes et Au tous revoir. et à très bientôt sur le SEMA. Au Voilà. revoir. Au revoir. Merci aussi au CEMA.